Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'iceberg d'Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est une œuvre qui parle à tout fan de manga et d'anime. En cette fin d'année, il me tenait à cœur de vous offrir son iceberg. Si tu connais pas le concept, je vais te l'expliquer. Ça, c'est un iceberg. En format YouTube, on le divise en 3 parties. Toutes contiennent divers sujets. La première partie, la surface de l'iceberg, dont les sujets sont connus du grand public. Enfin, peut-être pas tous, vous allez voir. On nomme la troisième partie les abysses de l'iceberg. C'est totalement l'inverse. Les sujets sont palpitants et méconnus du grand public. Quant à la deuxième partie, c'est un entre-deux, le centre de l'iceberg. En ce qui concerne celui que vous regardez, absolument tout concerne Hunter x Hunter. Pour que tout le monde puisse le regarder entièrement, aucun sujet ne dépasse l'anime de 2011, soit 148 épisodes ou 339 chapitres. Uniquement le dernier sujet frôle cette règle, vous allez voir, c'est assez spécial. De toute façon, je vais vous prévenir, pas d'inquiétude. En ce qui concerne son format, je me suis inspiré de l'iceberg de Goji, car ce n'est pas seulement des informations sur Hunter x Hunter. Vous allez découvrir des faits, des secrets et même des théories. Tout ce qui me passionne finalement. Toute dernière chose, sachez que des vidéos sur Hunter x Hunter sont déjà disponibles et que beaucoup d'autres sont en préparation. Ouais, beaucoup, je vous assure que le mot est juste. Alors c'est le moment de vous abonner pour ne rien manquer. Vous êtes 97% à regarder ma chaîne sans même cliquer sur ce petit bouton. Non mais on est où là? Plus sérieusement, c'est gratuit, tout comme mettre un like et un boost, n'oubliez pas, ça soutient énormément la chaîne. Merci beaucoup à celles et ceux qui le feront. Maintenant, je vous laisse vous installer confortablement. Débutons sans plus tarder la première partie, la surface visible de l'iceberg. Tout comme mon iceberg sur Vinland Saga, j'aimerais prendre très peu de temps pour poser les bases concernant Hunter x Hunter. Son mangaka est Yoshihiro Togashi, qui cuisine ce délicieux plat depuis mars 1998. Hunter x Hunter apparaît dans le Weekly Shonen Jump et compte aujourd'hui 410 chapitres. D'ailleurs, le X de Hunter x Hunter est muet, je vous en supplie. En vrai de vrai, c'est pas un drame, mais c'est mieux de le savoir. Concernant l'anime, nous avons 2 adaptations. Celle de 1999 par le studio Nippon Animation, la série compte 92 épisodes allant jusqu'à la fin de l'arc Grid Island, puis celle de 2011 par le studio Madhouse, arrêtez de sourire, je sais pas comment on prononce, qui elle compte 148 épisodes allant jusqu'à l'arc élection du président. En 2013, 2 films sont sortis, The Last Mission et Fantôme Rouge. 他にもルルカ文明遺跡の発見やコンゴ金脈の発掘などもジンさんの業績として有名だな。 Dans l'anime de 2011, Kaito apparaît pour la première fois à l'épisode 76. C'est à la fin de l'arc Grid Island et donc au début de l'arc Chimera Ant. C'est littéralement l'introduction du personnage. Eh bien sachez que ce n'est pas fidèle au manga, le support original. Savez-vous quand il apparaît réellement? Au tout premier tome, au tout premier chapitre. Laissez-moi vous raconter ce que vous ignorez si votre seule référence est l'adaptation de 2011. Peut-être qu'un certain passage va vous rappeler quelque chose, mais c'est vraiment rapide dans la nouvelle version. Tout débute par ce que vous connaissez. Gon pêche le maître de l'étang, Mito doit alors tenir parole. Autoriser Gon à passer l'examen Hunter. La tante du protagoniste n'arrive pas à comprendre. Elle n'a jamais dit que Jingfrix est un Hunter. La grand-mère suggère qu'il est peut-être au courant grâce à quelqu'un, et en effet, Gon sait tout. Gon passe du bon temps avec Kon, un ours renard. Il regarde une espèce de carte Hunter. 3 ans plus tôt, alors âgé de 9 ans, Kon attrape Gon, qui est complètement apeuré. Son bébé est à côté, ne faisant rien de spécial. Alors en danger, Kaito intervient pour sauver Gon. Kaito exprime le besoin de tuer Kon, car un monstre pareil peut causer de sérieuses blessures à un homme, bien qu'au fond de lui, ça ne l'enchante pas. Il demande à Gon de venir, puis lui met une claque. Il dispute Gon pour son insouciance. Être dans une forêt aussi dense à une période pareille, c'est pas sérieux du tout. Kaito explique que cette marque est le signe d'un territoire d'ours renard, et que ça aurait dû le dissuader de s'aventurer ici. Kaito demande si ses parents ne lui ont jamais appris ça, en ajoutant « Zut, cette sirène de Madalaris, pourquoi n'ai-je pas fait semblant de ne pas l'entendre ?» Problème de traduction ou non, on ignore la signification de Madalaris. Gon explique qu'il n'a plus de parents, mort dans un accident de voiture peu après sa naissance. Depuis, c'est sa tante Mito qui s'occupe de lui. Kaito est désolé pour Gon et s'apprête à ôter la vie de Kon. Son bébé le protège et quand Gon demande ce qu'il adviendra du petit ours renard, Kaito rétorque qu'il n'est pas encore sevré et qu'il va mourir de faim. S'il reste en vie, il est probable qu'il nourrisse un sentiment de haine envers les humains et donc qu'il représente un grand danger pour eux. Gon fonce sur le bébé ours renard, souhaitant l'élever. Kaito dit que c'est impossible. Larmes aux yeux, Gon regarde Kaito. Ce dernier capte quelque chose, cet enfant est le fils de Jingfrix. Gon écoute attentivement Kaito, il y a un truc que comprend pas Kaito, d'où le fait qu'il retourne sur l'île natale de Jingfrix. En fait, Kaito est un Hunter, mais pas seulement le disciple du père de Gon. Kaito connaît toutes les bases grâce à Jing, et son dernier objectif est de le retrouver. La plus complexe des missions. Pour Kaito, Jing est le plus fort des Hunters, et sans lui, il serait en train d'agoniser dans une rue de bidonville. Gon découvre que son père n'est pas mort. Kaito explique que Mito ment pour son bien afin qu'il ne suive pas les pas de son paternel. Mais il le voit bien, Gon possède en lui toutes les capacités des meilleurs Hunters. お前
こいつらと一緒に暮らしてんのか。面白いな。ジンさんが言うには、いいハンターってやつは動物に好かれるそうだ。Il récupère une carte Hunter qu'aurait laissé Kaito. On apprendra plus tard qu'il s'agit d'un permis Hunter 2 étoiles, un certain Jingfrix. Tout au long de l'œuvre, elle sera mise en avant. Oui, c'est bien cette carte que donne Gon à Jing à la fin de l'adaptation de 2011. Il dévoile d'ailleurs que c'est Kaito qui lui a confié cette carte et qu'il devait la rendre à son père. Avec ce contexte, cette scène fait plus sens, non? そうだ。思い出した。ジンさんのだ。こいつを使って俺を探してみろ。今の今まで忘れてた。そしてお前からそいつを返しておいてくれないか。Pour finir, Gon dit adieu à Kon. Gon veut devenir Hunter, ce qui implique d'être craint par les animaux, et des missions qui attirent souvent la haine des autres. Tandis que Kon ne peut pas côtoyer un Hunter, car un animal ne peut pas régner sur la forêt s'il est ami avec un Hunter. Plus tard, Gon quitte tous les animaux de la forêt. Désormais, vous savez tout du réel commencement d'Hunter x Hunter. On n'est qu'à la surface visible de l'iceberg, mais je vais commencer à légèrement vous choquer. Disons que je vous prépare pour la suite. Satotsu appartient à l'association Hunter. Il est le premier surveillant de l'examen Hunter numéro 287 et également un Hunter lui-même. C'est un personnage que j'adore pour son style, pour la relation qu'il entretient avec Gon et pour son admiration envers Jingfrix. Satotsu, c'est une façon de courir unique, c'est autant emblématique pour l'examen Hunter que pour le début d'Hunter x Hunter, mais Satotsu, c'est aussi et surtout un personnage qui n'a pas de bouche. Un nez, une moustache, mais aucune bouche. J'espère que vous êtes prêts car je vais briser ce mythe. Je suis d'accord, j'adore ce petit détail concernant Satotsu. Au chapitre 35, Satotsu n'a pas de bouche exactement comme dans l'anime. Mais quand on descend légèrement, que voit-on? Un petit trait, la bouche de Satotsu. Dans d'autres cases, c'est encore plus explicite quand il est de profil. Je voulais absolument inclure ce sujet dans l'iceberg d'Hunter x Hunter car l'anime de 2011 ne montre jamais la bouche de Satotsu. C'est fou, non? Moi j'aime beaucoup. Le 287e examen Hunter est l'édition qui nous est le plus familière. Et c'est normal, c'est un moment emblématique d'Hunter x Hunter. Les 4 protagonistes se lient d'amitié et passent les épreuves ensemble. Gon, Killua, Kurapika et Leolio. Malheureusement, nombreux sont les candidats à y avoir laissé la vie. La plus marquante est bien sûr la mort de Bodolo. La balle perdue, le dommage collatéral à la victime du plan d'Illumi pour ramener son frère Killua. Mais d'un autre côté, ils sont 7 à avoir réussi le début de l'examen Hunter. Hisoka, Leolio, Hanzo, Gon, Kurapika, Illumi et Pokolu. Killua, lui, n'aura pas son permis avec cette édition. Il faudra attendre l'édition suivante, soit la 288e. Dans ce groupe d'Hunter fraîchement promu, une personne est morte tragiquement. C'est même l'unique décès parmi les diplômés du 287e examen Hunter. Dans l'arc Chimera Ends, Pokolu dirige un petit groupe dont Ponzo fait partie. Rappelez-vous, elle participait à l'examen Hunter. Même au second, malheureusement vaincu par Killua. Je vais tenter de faire bref. Une fourmi massacre plusieurs humains. Ils observent la scène au loin. Ponzo tente de contacter les autres Hunters, mais aucune réponse. Pokolu pense qu'ils sont morts. Il décide de quitter les lieux et de contacter l'association Hunter. Un autre membre du groupe panique et tombe dans un piège. Ce piège appartient à une Chimera qui décapite Pekuba. Après une victoire de Pokolu contre une fourmi, une autre apparaît, Pike. Un rapide échange a lieu, dominé par l'adversaire. Pike tue un autre camarade de Pokolu, qui s'énerve davantage. Alors à fond, Zazan l'immobilise. Il capture Pokolu pour l'amener à l'arène. Heureusement, Pokolu avait un antidote dans sa bouche. Il arrive donc à bouger et à partir dans une cachette. Il s'agit d'une pile de crânes, les restes du repas de la reine Chimera Ent. Pokolu sait qu'il doit s'échapper malgré qu'il ne soit pas en forme. Mais au même moment, Pitou arrive et repère Pokolu. Elle lobotomise son cerveau, le manipule et soutire les informations qu'elle souhaitait. Ainsi, elle apprend le naine, les différentes catégories et commence à voir la sienne. Après avoir fait la technique pour révéler la catégorie du naine, à partir de là, l'anime ne montre pas la vérité. Autrement dit, il censure la case. Alors la voici. Pitou décide du sort de Pokolu. Il est violemment tué avec un couteau de boucher par le cuisinier personnel de la reine, avant d'être servi comme repas à cette dernière. La mort tragique d'un Hunter venant pourtant de la même fournée que Gon, Kurapika ou encore Leolio. Pour Killua, c'est tout comme. Grid Island est un arc entier d'Hunter x Hunter, c'est pas une grande révélation. C'est également un jeu légendaire que tout le monde veut tant il est rare et cher. C'est Jingfrix son créateur, mais pas que. On sait que chaque lettre de Grid Island est l'initiale d'un créateur de ce dernier. Le sigle Grid est complet. G pour Jing, R pour Razor, E pour Elena, l'autre E pour Eta et D pour Duen. Cependant, le sigle du mot Island l'est pas du tout. En fait, on connaît qu'une lettre sur 6, le L de List. Il nous manque donc 5 lettres, soit 5 créateurs de Grid Island.
Il existe une théorie qui dévoile l'un d'eux. J'ai envie d'y croire et je pense que vous allez très rapidement monter dans le train. La lettre en question, c'est le I de Iceland. Son nom complet? Ikchomp Kotasha. Vous me demandez qui c'est et je vous réponds, un Hunter, une étoile. Après la mort de Netero, durant l'élection d'un nouveau président pour l'association Hunter, il est assez populaire pour terminer dans les 8 premiers du classement. Physiquement, il ressemble à ça. On ignore son visage, mais vous allez voir que son masque va nous arranger de fou. Lors de son discours, il dit ceci: Jing, ne te contente pas de gagner puis de t'enfuir à nouveau. Reviens. PS, pourrais-tu échanger la légendaire lance blanche avec le saint chapeau d'or? C'est la seule fois qu'il parle, mais ça nous suffit pour nous faire comprendre qu'il connaît le père de Gon. Jing et Katosha pourraient être un minimum proche. La lance blanche et le drapeau d'or pourraient être 2 objets du jeu Grid Island. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Coïncidence ou non, Ikchomp termine 6ème et porte un t-shirt avec ce chiffre. Et devinez quelle est la 6ème lettre de Grid Island? Le I. Je vous l'accorde, ce n'est pas l'argument le plus convaincant. Surtout que bon, il termine également 3ème, 4ème, 5ème, 7ème et 8ème. Par contre, l'élément qui l'est, c'est bel et bien le dernier. Vous allez même vous dire que c'est plus une théorie, mais un fait. Précédemment, je vais vous parler de son masque qui nous arrange. Prenez le temps de l'observer, je vous laisse l'image un petit instant. Maintenant, direction Grid Island. À Masadora, il existe la seule boutique où les joueurs peuvent acheter des cartes telles des sorts. Cette boutique, voici à quoi elle ressemble. Exactement le design du masque de Ikchomp. Mêmes oreilles et mêmes yeux. Avec ça, cette théorie est crédible, non? On dirait vraiment plus un fait qu'autre chose. Un créateur de Grid Island qui porte un masque, une boutique de Grid Island qui est ce masque, ne serait pas le move de créateur par excellence. Bref, il serait un créateur de Grid Island aux côtés de Jing Frix. Plus précisément la 6ème lettre, le I de Grid Island. Dans une fiction, j'adore quand le 4ème mur est brisé. Ça dépend comment c'est fait, je vous l'accorde, mais en général, je suis assez client. Si vous ignorez ce que c'est, je vais vous montrer un exemple dans Hunter x Hunter. Il existe un seul et unique cas, et donc un seul et unique personnage, Zeno Zoldyck. Lors de l'arc Chimera, il est difficile d'oublier un certain duo. Dans le ciel, le Dragon Dive de Zeno envahit l'environnement, tandis qu'un plus grand danger est en son centre, Netero. Face à Pitou qui active son terre Psychor, une attaque qui met moins de 0,1 seconde à être employée, elle parvient à entendre ce que Netero dit. J'avais envisagé diverses approches, mais ça, c'est très mal joué, petite fourmi. C'est à ce moment-là que le grand-père Zoldyck intervient, dans un autre endroit. La scène commence avec un effet de caméra, Zeno rebondit sur la situation. Je ne rentre pas dans les détails, mais il nous éclaire sur pas mal de sujets. Par exemple, comment ce qu'on vient de voir est possible? Quel est le secret de la force de Netero? Et qu'est-ce qui unit Netero à Zeno? Il répond aux questions que les lecteurs se posent, une interview où tu es l'interlocuteur. Le personnage regarde la caméra et s'adresse à son spectateur. Voici ce qu'est brisé le 4ème mur. Ce dernier répète à chaque fois la question à voix haute pour nous faire comprendre que celui qui tient le micro, bah c'est nous. Eh bien, tu comprends? Ou encore, hein? Ah oui, alors qu'il est seul dans la pièce. Je trouvais sympa d'y caler dans cette vidéo car je n'aurais pas d'autre occasion d'en parler. C'est marrant que ça existe dans l'œuvre et surtout une seule fois par un seul personnage. La scène est présente dans le manga, ce n'est pas un ajout de l'anime. Bon, vous allez bien? J'espère, hein, parce qu'on va descendre d'un étage. Le centre de l'iceberg est là. Et je préfère vous prévenir, il est trop bien dès le départ. Aimez-vous Killua Zoldyck? Quelle question? Je vais faire plus simple, qui n'aime pas Killua Zoldyck? C'est impossible, je veux rien savoir. Son passif est atypique, en même temps avec cette famille de barges, hein. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il existe des informations supplémentaires qui ne sont ni dans le manga, ni dans l'anime. On découvre ça dans un roman nommé Hunter x Hunter 3 qui date de 2001. Son auteur est Nobuaki Kishima, mais il est supervisé par Togashi. Pour renforcer la fiabilité de ce roman, il est publié dans le Jumji Book, un magazine officiel de la Shueisha. Maintenant que vous avez le contexte, laissez-moi vous dévoiler ce qu'on apprend sur notre cher Zoldyck. Alors que Killua n'était qu'un enfant, il adopta un chien nommé Wolf. Un an plus tard, son père l'obligea à le tuer, prétextant que Wolf avait la rage. Kikyo, la mère de Killua, tortura une servante avec un fouet électrique pour négligence. Killua, âgé de seulement 3 ans, prit la défense de l'employé. Kikyo changea de cible et tortura Killua, le blessant grièvement. C'est depuis ce jour que Killua ne l'appelle plus maman. Pour finir, quand Killua avait aux alentours de 5 à 6 ans, il n'avait pas encore développé son immunité au poison. Il fut empoisonné par un lézard et son frère Miluki n'intervint pas pour l'aider. Il laissa Killua seul avec son problème. Toujours cool d'en apprendre plus sur Killua, on va pas se mentir.
Kurapika est une fille. Avant de développer cette partie, mettez en commentaire votre avis. Ou plutôt, l'avez-vous pensé ne serait-ce qu'une seule fois? Ne trichez pas, répondez maintenant. Moi, ce n'est pas mon cas. En même temps, j'ai découvert Hunter x Hunter avec l'anime de 2011. Vous ne comprenez pas pourquoi tant de gens pensaient que Kurapika était une fille? Laissez-moi vous expliquer cette théorie, ou plutôt ce vieux soupçon. On va surtout parler du manga et de l'ancien animé, puisque la majorité de celles et ceux qui pensaient que Kurapika était une fille, lisaient le manga ou regardaient l'adaptation de 1999, voire même les deux. Pour finir, je précise que tous les arguments sont basés sur le début de l'œuvre, avant l'arc Yorkshire City. Bref, tout commence au début d'Hunter x Hunter. La dernière page du chapitre 1, c'est un dessin de Gon. Rien à relever, je suis d'accord. Mais la dernière page du chapitre 2, c'est différent. C'est toujours un dessin de Kurapika cette fois-ci. En le voyant, certains lecteurs n'arrivaient pas à savoir le genre de Kurapika. Kurapika est un homme ou une femme? Cette page commence à vous faire comprendre pourquoi certains pensaient que Kurapika était une fille. Mais c'est que le début de cette théorie. Regardons le texte maintenant. Pour décrire Kurapika, aucun il ou elle n'est présent. Enfin, tout dépend de la traduction. L'anglaise, par exemple, c'est le cas. Il y a aussi des résumés de personnages au début de chaque tome. Il est pour Killua, ce garçon pour Zushi ou le magicien pour Hisoka. Et Kurapika dans tout ça, eh bien, aucun pronom personnel. Enfin, physiquement. Kurapika n'est jamais montré torse nu, contrairement à Gon et Killua par exemple. Comme pour nous cacher une certaine révélation. Je l'ai dit précédemment, l'anime de 1999 n'aide pas vraiment. Je dirais qu'il joue avec ça d'ailleurs. Comme si eux-mêmes ne savaient pas vraiment. Pour commencer, certains trouvaient la voix de Kurapika plutôt androgyne. Je précise qu'on ne parle pas de la seiyuu, mais de la voix qu'elle donne à son personnage. 私の志望するハンターは賞金首になった罪人を捕らえるブラックリストハンターだ。 Ensuite, il existe un filler qui montre Kurapika entièrement nu, sans pour autant donner le moindre indice. Tout ce que je viens de résumer n'est pas forcément constitué de faits avérés. C'est les arguments de ceux qui doutaient du genre de Kurapika. Depuis, vous le savez, Kurapika est un homme. La voix de Kurapika? Beaucoup d'adolescents garçons sont doublés par une femme, comme Gon, Luffy, Goku ou encore Naruto. Ça ne prouve strictement rien. Et que dire de la voix de Kurapika en 2011, qui efface absolument tout soupçon? Kurapika n'est jamais torse nu, il est simplement pudique. De plus, la cover du tome 14 contre l'argument. Aucun pronom personnel pour Kurapika, c'est la faute de certaines traductions. Que ce soit l'original, la française ou l'anglaise, toutes parlent de Kurapika avec il ou lui. Les résumés de personnages, à ce compte-là, on pourrait dire la même chose de Léolio, chapitre 27, et je vais pas parler du databook officiel qui l'indique noir sur blanc. Malgré que cette théorie soit facilement débunk, ce qui m'importe, c'est que vous sachiez à quel point le doute planait au début de l'œuvre. C'était pas clair pour une partie de la communauté qui pensait que le genre de Kurapika était féminin. Le Dark Continent est sans nul doute la plus grosse révélation d'Hunter x Hunter. Avant de passer à la partie 3 de cet iceberg, j'aimerais résumer tout ce qu'on sait dessus. Déjà parce que j'en suis fan, ça me hype trop, mais aussi parce que c'est important dans le cas où vous voulez lire la suite. Si vous avez regardé tout l'animé, c'est d'ailleurs ce chapitre qu'il faut lire. C'est là où il faut reprendre. Et pour ça, rendez-vous à la fin de l'anime. Lorsque Gon rejoint son père au sommet de l'arbre monde, Jing demande comment les gens d'en bas décrivent l'arbre sur lequel ils sont. Gon répond qu'il s'agit de l'arbre monde, le plus grand arbre au monde. Mais la vérité est tout autre. Cet arbre ne grandit plus. Il ne consomme pas assez de nutriments. Un véritable arbre-monde se développe au pied d'une montagne, ses racines dans le magma et surpasse alors l'atmosphère, devenant de plus en plus grand à l'extérieur dans ce monde. Quand Gon demande ce qu'il entend par ce monde, Jing parle de celui qu'il connaît. Les puissantes fourmis que Gon et Netero avaient combattues sont en réalité des aliens provenant de cet endroit. On parle ici de Meruem et compagnie. Jing ajoute que c'est certain qu'il préfère garder le silence. Les adultes ont peur de l'inconnu. Le monde d'Hunter x Hunter tel que nous le connaissons n'est qu'une infime partie du monde réel. Voici le Dark Continent. Les élus provenant d'une certaine époque et d'un certain lieu ont consigné leur aventure de l'autre monde. Voilà l'objectif de Jing Frix, quelque chose qui lui est encore inconnu. Pour aller à l'extérieur, 4 choses sont nécessaires avant même de partir. Permission, habilité, licence et contrat. Jing n'a aucun des 4 mais n'est pas pressé. Il finit à 10 ans à son fils que si un jour il suit le même chemin que lui, alors qu'il profite à fond parce qu'il pourrait y trouver quelque chose d'encore plus important que ce qu'il cherche. Comment ne pas être hype? Je vous pose la question. Non mais c'est fatigant à force. Vous savez ce que ça signifie. La dernière partie de cette vidéo, les abysses de l'iceberg. Tous les sujets les plus palpitants et méconnus sont réunis. ありの前に NGL も題目通りのエコ団体じゃないからな。今世界中の都市部で急速に広まっている飲むドラッグだ。DD って知ってるか？裏の支配者たちはドラッグだけじゃなく銃も密造していたってことさ。ジャイロ、何のことだ？俺たちの王の名前だ。暴走するキメラアントたちは、ついにこの国の影の支配者にまで迫っていた。
Jiro est le personnage le plus énigmatique du manga. Il est possible qu'il vous ait marqué, il est possible aussi qu'il vous dise rien, car il apparaît pendant très peu de temps. Et pourtant, il est super important. Mais pas d'inquiétude, on va en parler tout de suite. Jiro travaillait sur un site de construction. Depuis qu'il est né et jusqu'à l'âge de 12 ans, son père n'a cessé de lui apprendre diverses techniques de construction. Il savait mélanger le béton et poser des briques sans être capable de parler correctement. Jiro n'avait pas le choix de faire des travaux physiques tous les jours. Quand son père rentrait, il n'adressait quasiment jamais la parole à son fils. C'est pour cette raison que Jiro ne savait pas parler avant l'âge de 7 ans. Jiro avait l'interdiction de quitter son lit en dehors d'aller aux toilettes. Il pouvait aller à la salle de bain une seule fois par jour à condition que ça soit avant 9h. Son lit était dans un sale état, le moindre mouvement faisait retentir un grincement bruyant. Un jour, alors que son lit faisait du bruit, son père avait sauvagement battu Jiro. Depuis ce jour, il sait dormir sans bouger. Durant certaines nuits, il utilisait des bouteilles de bière afin d'éviter d'aller aux toilettes. La seule phrase que son père répétait à son fils était « Ne cause d'ennui à personne ». Malgré ses erreurs, Jiro prenait cette phrase au sérieux. Elle était pour lui le cadeau de son gentil père, qu'il voyait comme un dieu. Malgré tout ce qu'il subissait, il avait un grand respect pour son père et pensait avoir de l'importance pour lui. Deux choses avaient marqué Jiro. Quand il avait 5 ans et alors qu'il avait une forte fièvre, son père l'avait surveillé toute la nuit, changeant régulièrement la compresse. La seconde est le fait que son père ne lui a jamais demandé de partir, une fierté pour Jiro. Jiro a désormais 12 ans et un adolescent critique son père. Jiro s'énerve et frappe le gamin, mais le garçon le mitraille de coups. D'un point de vue externe, Jiro avait la réputation d'un enfant qui obéit toujours à son père. Le bon petit toutou si vous voulez. Alors que Jiro est par terre, sous le pied de l'adolescent, ce dernier lui révèle quelque chose. Cette fameuse nuit où son père prenait soin de Jiro, ce n'était pas son père mais le vieux voisin. Son père buvait. Cette nuit, il avait une dispute avec le vieux voisin. Quand il demande au père de Jiro ce qu'il ferait dans le cas où son enfant meurt, il répond « Peu importe, qu'il vive ou qu'il meure ». En entendant ça, Jiro perd toute foi en son père. Toujours à terre, son père passe et ne fait style de rien. Aucun regard dans les yeux. Pour Jiro, c'est clair, ce monde ne vaut plus rien pour lui. Jiro réalise qu'il n'est rien aux yeux de son père. Ne cause de problème à personne, ce n'est pas une phrase mignonne destinée à Jiro, mais purement et simplement au profit du père. Ne cause de problème à personne, n'est-ce pas? Non. Jiro voit clair désormais. Ce n'est pas personne, ce sont les humains. Ne cause pas de problème aux humains, car malheureusement, Jiro n'était pas considéré comme un humain. Après un moment, Jiro se leva et prit un marteau. Il tua son père alors qu'il buvait. Jiro prend de l'argent et part en direction du site de construction. 9 ans plus tard, Jiro fonda NGL. Encore 9 ans plus tard, NGL se transforme en pays et Jiro en devint le roi. Depuis lors, Jiro n'était plus vraiment humain. Plus tard, Jiro rencontre Wilfin. Ils deviennent amis et se disputent souvent pour savoir qui est le plus malchanceux des deux. Pour rappel, NGL était tout simplement l'endroit du début de l'arc Chimera Ant. Cette armée avait colonisé cette terre, la naissance de Meruem et j'en passe. C'est justement lors de cette invasion par les Chimera que Jiro fut tué et devient à son tour une fourmi. Et c'est là qu'on assiste à un cas unique. Malgré qu'il ressuscite sous la forme d'une fourmi, appartenant donc à l'armée, son énorme volonté l'empêche d'obéir à la reine. C'est ainsi qu'il garde son libre arbitre, quittant donc la ruche sans rien oublier de son passé humain. Alors oui, Jiro est exceptionnel, mais ce n'est pas le pire. Au chapitre 203, avant son flashback donc, nous voyons la silhouette de Jiro. On nous dit qu'il éprouve une motivation démoniaque et une colère extrême envers sa cible actuelle. Puis qu'il est arrivé dans la rue où le groupe de Gon se trouve en ce moment même. Alors qui est Jiro? Qu'est-ce qu'il est même? Est-ce que nous l'avons observé sans même le savoir? Ce qui rend dingue, c'est qu'à peu près pendant que Gon et Killua se battaient contre Knuckle, Jiro n'était pas loin. Et lorsque le palais royal fut pris d'assaut, un flash frappe Welfin. Son roi était Jiro. En évoquant ce souvenir, Welfin aide Ikalgo à se souvenir que ce roi était le sien dans une vie antérieure. Welfin croit fortement que Jiro n'est pas mort mais bel et bien en vie quelque part dans ce monde. C'est ainsi qu'après ce chaos, Welfin part avec Hina et Bizef en direction de Meteor City. Welfin est persuadé que Jiro est là-bas, tentant d'établir une nouvelle nation. On ignore son apparence, sa véritable force et son objectif complet. Mesdames, messieurs, voici qui est Jiro. En parlant de gros mystères, il y a la mère de Gon. Avant de vous conter une théorie assez spéciale, replaçons le contexte. Dès le départ, Mito avait raconté à Gon que ses parents étaient morts, mais c'est sans compter l'apparition de Kaito qui dévoile que Jingfrix est vivant et un très grand hunter. C'est ainsi que débute la quête de notre protagoniste. Mito voulait simplement éviter que Gon suive les pas de son père. Du coup, on sait que Jingfrix est vivant, mais qu'en est-il de sa mère? Eh bien Gon conclut qu'elle est morte. Lorsque Gon et Killua sont devenus hunters, ils sont retournés sur l'île de la baleine. C'était enfin le moment pour Mito de léguer cette fameuse boîte. La mission de Mito donnée par Jing est accomplie
accompli. Gon possède désormais tout ce qu'il faut. Rappelez-vous, il y avait 3 objets dont une cassette audio. Sans parler du message global, parlons du message qui nous intéresse. Ah, j'avais oublié de te dire une chose, ça concerne ta mère. Si tu veux savoir, écoute la suite. Sinon, Gon arrête la cassette puis dit « Ma mère, c'est mytho ». Cette phrase revient à une conversation précédente. Killua lance un sujet sensible, la mère de Gon. Gon dit que pour lui, sa mère a toujours été mytho. Il se sentirait coupable d'en parler et puis que de toute façon, ce n'est pas nécessaire de le faire. Alors le fait qu'il coupe l'enregistrement n'est pas surprenant. Enfin, même quand il rencontre son père au sommet de l'arbre monde, le sujet est absent. Maintenant, on peut parler de cette fameuse théorie. Qui est la mère de Gon? J'annonce la couleur. Elle n'existe pas, ou plutôt, c'est Jingfrix. Ouais. Je pense que là, j'ai toute votre attention. Il existe un nombre incalculable de théories sur la mère de Gon. J'ai choisi celle que vous allez entendre parce qu'elle est unique et populaire au sein de la communauté. Tenez-vous prêts. Jingfrix serait à la fois le père et la mère de Gon. Autrement dit, la mère de Gon n'existe pas. Mais il faut forcément une maman pour faire un bébé, qu'elle soit porteuse ou non. C'est comme ça que j'ai appris moi. Pour l'expliquer, on va devoir retourner sur une certaine île mentionnée dans la première partie de cet iceberg, Grid Island. Il existe une multitude de cartes, dont 99 ayant un emplacement fixe. On connaît le nom et l'utilité de beaucoup d'entre elles et ça c'est génial. Car dans cette sélection de 99 cartes, on y trouve celle qui serait à l'origine de la naissance de Gon. L'emplacement numéro 7, une carte de rang S nommée la pierre de grossesse. La carte ressemble à ça, enfin ce design de bébé n'existe que dans l'anime. Parce que dans le chapitre 154, c'est tout de suite différent. L'anime censure cette carte, mais pourquoi? Correction, ça vient du jeu de cartes officiel. Dans l'anime, on voit l'échange, mais pas plus. Ça change rien au fait que ça soit censuré du coup. Pourtant, dans le manga, c'est juste 2 pierres, alors qu'est-ce qu'il censure? Cette planche est encore une fois une version censurée. Après 2 censures, vous allez vous en manger une 3e, mais cette fois ça vient de moi. Bah ouais, je suis obligé quoi, vous voyez rien, je sais, mais en même temps, c'est un champignon et un abricot. Je vous fais pas de dessin. Togashi, chef! C'est quoi ça? Cette carte apparaît lors d'un échange sans pour autant être utilisée. Je vais vous lire la description, soit le centre de cette théorie. Cette carte invoque 2 pierres pesant 3 kg chacune. Porter l'une de ces pierres pendant un mois entier vous rendra enceinte, quel que soit le genre de l'utilisateur. Le joueur peut choisir le sexe du bébé en utilisant soit la pierre mâle, soit la pierre femelle. Si vous posez la pierre à n'importe quel moment, le compteur recommencera depuis le début. Jingfrix, qui est l'un des créateurs de Grid Island pour rappel, aurait obtenu cette carte assez rare. Pour l'essayer, il aurait transporté cette pierre pendant un mois. Gon est un garçon, donc il aurait gardé la pierre mâle. Cette théorie est bizarre parce que vous l'aurez compris, Jingfrix aurait été enceinte. C'est la carte qui le dit, hein. Porter l'une de ces pierres pendant un mois entier rendra enceinte son utilisateur, peu importe son genre. Ça serait pour cette raison que Jing avait refilé son fils à Mytho. Il voulait tenter cette expérience et était surpris de la réussite de cette dernière. Gon aurait donc été le cobaye durant le développement de Grid Island. Ça serait aussi pour cette raison que Gon avait le sentiment d'être déjà venu à Grid Island avec son père lorsqu'il était bébé, justement. Voilà, vous connaissez cette théorie. Et vous, quel est votre avis? En parlant de commentaires, je pense que ça serait cool de faire une vidéo qui parle de toutes les théories sur la mère de Gon. Il y a vraiment de quoi débattre tant les propositions sont nombreuses. Si ça vous tente, je vous laisse mettre un petit hashtag la mère de Gon ou la daronne de Gon, choisissez. Honnêtement, on en a déjà vu dans le centre de l'iceberg, mais justement, c'est pas fini. Vous êtes là pour ça, alors let's go. Togashi est l'auteur du manga. Autrement dit, il écrit et dessine Hunter x Hunter. Eh bien, il apparaît dans la première adaptation animée, soit celle de 1999. Je vais y aller en 4 étapes car il existe différents cas de figure, dont le dernier qui va vous surprendre. Tout d'abord, sous une forme chibi. Je vais vous donner un exemple concret. Alors que Gon et Killua cherchent des informations sur le jeu Grid Island, ils aperçoivent qu'aucun site ne le propose. Sur l'un d'eux, le chibi de Togashi qui annonce la rupture de stock. Poursuivons avec la forme physique. Prenons le chapitre 70, quand Gon et Killua dépriment après s'être fait avoir sur des sites d'enchères douteux. Togashi laisse un message de prévention pour nous, lecteurs du manga. Dans l'anime de 1999, ils ont décidé de remplacer le chibi par une personne. Comme vous le voyez, il s'agit de l'auteur avec sa chevelure et son masque emblématique. Ensuite, je vais l'appeler la forme filler. Lors du sublime combat Gon versus Hisoka, un personnage explique comment l'arbitre attribue les points. Je vous donne une anecdote dans l'anecdote. Cet homme est le prince Bakaki et Ryudogura, le personnage principal d'un précédent manga de l'auteur, Level I. Bref, une scène complètement fidèle au manga. Tandis que dans l'ancienne version, l'homme est remplacé par Togashi. Son masque est cette fois-ci levé, plus tard il raconte des anecdotes sur Hisoka. Il saoule Coco, qui le met dehors avant de poursuivre son commentaire. Pour finir, la forme la plus surprenante de toutes, la voix. Vous ne rêvez pas, le propre Hunter d'Hunter x Hunter est un seiyuu officiel de l'anime. Il double un ajout, plus précisément dans l'arc Examen Hunter. Il s'agit du candidat numéro 86, qui veut descendre la tour par l'extérieur et qui meurt tragiquement. Avant de vous montrer la performance de Togashi, voici une image qui le montre dans le studio d'enregistrement. Profitez maintenant de l'apparition de l'auteur du manga qui s'incruste dans l'anime de son propre chef-d'œuvre. Ah, ただの壁だ。
ここから降りるのは自殺行為だぜ。普通の人間ならばな。だが一流のロッククライマーならこのぐらいの取っかかりがあれば難なくクリアできるぜ。どうやら3次試験合格一番乗りは俺様のようだ。うわっ、Je termine en disant que la version de Billions contient aussi Togashi, comme à l'intérieur d'un gachapon, pour ne citer que cet exemple. Mais comme l'adaptation de 1999 va plus loin, notamment avec la présence de la voix de l'auteur, il était préférable de se concentrer sur l'ancienne version plutôt que la nouvelle. Une théorie est la suivante, le numéro 2 de la brigade fantôme appartient à la famille Zoldyck. Voici le grand mystère entourant Phaeton. Ce personnage grandit à Meteor City, une ville abandonnée peuplée de parias. Ok, mais est-ce que vous savez d'où vient la mère de Killua? La réponse en ouvrant le databook officiel d'Hunter x Hunter, Kikyo Zoldyck est originaire de Meteor City. Kikyo et Phaeton font preuve de sadisme, chacun à leur manière. Kikyo utilise principalement la torture mentale, tandis que Phaeton c'est plutôt physique. Ils prennent du plaisir à torturer et contrôler quelqu'un, en affichant un léger sourire. Phaeton possède des traits typiques de la famille Zoldyck. Il est intelligent, agile, rapide et silencieux. Mais surtout, il n'est pas empathique. Physiquement aussi, on note la fameuse peau pâle qu'on retrouve chez les Zoldyck. Les cheveux de Phaeton sont noirs et ressemblent à ceux d'Illumi et Kaluto. Il est petit, maigre et musclé, ce qui fait penser à Killua et Kaluto. Enfin, la ressemblance entre Phaeton et Miluki est frappante. Poursuivons avec Karuto, qui rejoint la brigade fantôme pour récupérer son frère. Il est logique de penser qu'il faisait référence à Killua, mais selon cette théorie, il s'agirait de Phaeton. À cet instant, Killua n'a plus aucun lien avec la brigade fantôme. S'il vise Killua, comment ça pourrait l'aider alors? De plus, cette façon de faire est coutume dans la famille Zoldyck. Rappelez-vous, Illumi avait fait pareil pour Killua lors de l'examen Hunter. Ça serait la seule façon d'y parvenir, car Phaeton ne quitterait jamais la brigade fantôme tout seul. Coïncidence ou non, Karuto semble très intéressé par le combat opposant Phaeton à Zazan. Il est surpris et admire la capacité de Phaeton. Il ira même jusqu'à envisager de lui venir en aide. Autre élément assez étrange, durant ce combat, l'OST est Ansatsu Ika no Yakata, une musique réservée aux Zoldyck, c'est même le thème. L'anime ajoute une scène étrange. Dans l'arc Yorshin City, Phaeton tue un survivant violemment. Il utilise une technique d'assassin qui n'est pas sans rappeler les griffes de Killua Zoldyck. Bien que non canon, le choix du style de combat reste assez étrange. En bref, Kikyo aurait donné naissance à Phaeton lorsqu'elle était à Meteor City, avant de rencontrer Silva Zoldyck. Une théorie suggère qu'il serait son fils, tandis qu'une autre le considère comme un membre plus éloigné. Que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que vous y croyez ou pas? Je rappelle que c'est une théorie populaire au sein de la communauté, donc absolument pas la mienne. Je voulais juste vous parler de cette théorie, pour le reste, je vous laisse débattre en commentaire. Si vous y croyez pas, je suis curieux de voir si vous avez les mêmes arguments que ceux que j'ai vu passer. On connaît déjà la fin d'Hunter x Hunter, enfin pas exactement. Togashi a imaginé 3 fins différentes pour son œuvre. Selon lui, la fin 1 plairait à 80% des lecteurs. La B, c'est du 50-50. Et la C, elle ne mettrait d'accord que 10% du public. Pourtant, c'est la préférée de l'auteur. Bref, il existe 3 fins possibles, A, B ou C. Mais surprise, il en existe une 4e, la fin D. Cette dernière est officielle, dévoilée par l'auteur en personne. La fin D est celle qui n'a pas été retenue, ne figurant donc pas sur le podium. La raison est triste et on ne souhaite pour rien au monde de la voir. Nous devons considérer que cette fin est la conclusion d'Hunter x Hunter, dans le cas où Togashi décède avant même d'avoir fini son manga. Mais je préfère le redire, ce n'est pas cette fin que rêve de faire l'auteur, ce n'est pas cette fin que prévoit de faire l'auteur, et ce n'est pas cette fin qui serait son idéal. Je vais donc résumer cette fameuse fin D. Vous allez souvent voir ma sale tronche, étant donné que ce que je vais dire n'existe pas. Cependant, je vais faire au mieux pour illustrer certains passages avec Hunter x Hunter, mais pas que. Vous êtes sur le point de la découvrir, vous pouvez toujours passer à ce timecode que j'affiche à l'écran. Vous êtes prévenu, maintenant on peut commencer. Au bord d'un étang, une petite fille nommée Jin est immobile. Elle crie que sa mort, pêchant ainsi le maître de l'étang, l'énorme poisson de l'île de la baleine qu'avait pêché Gon. D'ailleurs, vous l'aurez compris, c'est exactement comme le début de l'œuvre. Elle le porte fièrement par-dessus l'épaule, s'approchant d'une femme et s'exclame « Comme promis, j'ai pêché le maître de l'étang, maman. Avec ça, tu pourras plus jamais me dire de devenir Hunter. » La mère de Jin accepte à contre-cœur. Une fois Jin partie, elle parle avec son mari. La mère de la petite fille pensait qu'en pêchant le maître de l'étang, Jin aurait éveillé son désir de devenir Hunter. Son père est tort qu'il faut respecter le choix de leur enfant, qui est de ne jamais quitter l'île et de reprendre le magasin. La mère, pas satisfaite du tout, poursuit en disant qu'elle pourrait peut-être changer d'avis un jour. Après s'être demandé pourquoi son époux est autant du côté de sa fille, la réponse lui vient de suite. Dans le corps du père de Jin, le sang de son arrière-grand-mère Mito et de sa grand-mère Noko coule dans ses veines. En disant ça, elle ne semble pas savoir que Mito et Noko ne sont pas liés par le sang. Petit rappel, Mito est la tante adoptive de Gon, la cousine de Jin Frix, tandis que Noko c'est l'unique enfant de l'île de la baleine. L'autre était évidemment Gon. Et regardez, nous pouvons voir Noko de dos dans le manga.
manga, puis dans l'épisode 1 juste ici. Pour revenir au discours de la maman, elle dit que grand-père Gon était un hunter célèbre, puis qu'elle aussi, un jour, Jin est dans la forêt et coupe la discussion pour hurler « Je ne partirai pas ». Le père est très amusé puis dit qu'ils ne peuvent rien lui cacher. Bon, on va s'arrêter sur le grand-père Gon, je crois que ça vaut un minimum le coup. Jin est la petite fille de Gon. Ce dernier est donc adulte, en couple et papa d'au minimum un enfant. On change de décor au magasin de mythos qui persiste toujours aujourd'hui. Le maître, ou le doyen de l'étang selon la traduction, a été dépecé et préparé avec grand soin. Pendant que Jin travaille, elle nous lâche un monologue. Maman n'y comprend rien. Quand grand-père parle de ses souvenirs à l'époque où il était hunter avec joie, grand-maman s'absente discrètement de table. Les acquiescements de grand-maman Noko sont comme des messages de quelqu'un d'autre. Elle minimise en rendant floue la solitude qu'elle a ressentie, en ne pouvant pas rester près de grand-papa. Moi, je n'en veux pas. Ni attendre le retour de quelqu'un pendant des mois et des années, le cœur serré d'inquiétude. Ni faire attendre quelqu'un de cette façon. Pendant que Jin s'énerve, la main qui tient le couteau s'abat avec violence sur la planche à découper. Grand-père est donc Gon, et celle que Jin nomme grand-maman est Mito. Jin voit donc les deux facettes, et donc la tristesse de Mito à qui ça rappelle de mauvais souvenirs. Il est vrai que Gon passait beaucoup en coup de vent et qu'il était rarement sur l'île de la baleine. Aussi égoïste que son père finalement, Jinfrix avait fait la même chose à Mito. Entre quitter l'île, abandonner Mito et ne pas assumer son enfant, comment ne pas la comprendre quand elle a subi un délaissement par le père, puis le fils. Et ce, pour la même raison, devenir hunter. C'est très résumé, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Durant le monologue de Jin, plus précisément à la fin, une porte s'ouvre. Un garçon joufflu, calme et posé chante « J'ai amené des légumes sauvages !» Faut avoir l'imagination. À peu près. C'est dans le délire. Il est impressionné de l'exploit de Jin et propose qu'ils aillent le servir à tous les habitants de l'île. Jin parle à son cœur et affirme qu'elle veut rester aux côtés de la personne qu'elle aime, pour toujours. Le garçon est impatient de voir l'expression heureuse de tout le monde. Tous les deux sont hype et commencent à cuisiner, affichant un grand sourire. Vous l'aurez compris, l'amoureux en question est ce garçon. Enfin, un oiseau s'envole de l'île. Lorsqu'il vole, une ville apparaît. On y voit diverses personnes, le fils de quelqu'un, la fille d'un autre, le petit-fils d'encore un autre. Tous vivent dans des lieux différents et échangent des sourires avec quelqu'un. Il est dit que ce sont peut-être les enfants d'un certain personnage ou les petits-enfants d'autres personnages. L'oiseau s'envole au loin, la silhouette de dos de quelqu'un qui le regarde s'éloigner apparaît. En clair, il y a les progénitures d'un peu tout le monde. On imagine un petit Zoldyck qui ressemble à Killua par exemple. Pour la silhouette, il y a fort à parier que c'est un hunter célèbre, Gonfrix. Une boucle scénaristique à une grosse différence près. Jin tue le maître de l'étang, ne veut pour rien au monde devenir hunter, mais souhaite plus que tout le monde rester ici avec la personne qu'elle aime. C'était le scénario D, celui qu'on ne veut évidemment pas quand on sait pourquoi nous, lecteurs, en avons la connaissance. On arrive à la fin de cet iceberg. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez découvert au minimum un sujet, même plus. C'était un plaisir à faire comme d'habitude. En attendant que je sorte la suivante, je vous laisse voir mes autres vidéos sur Hunter x Hunter. Encore une fois, merci pour tous vos beaux commentaires, c'est toujours un bonheur. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, mangez bien, c'est important, et profitez tout autant de votre entourage. On va se laisser là-dessus, c'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire. Ciao!